Mon petit padawan, dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 gardes à connaître pour plus être une passoire en combat. Déjà, avant de commencer, quelques points que j'aimerais clarifier. La première chose, c'est que souvent, on croit qu'il y a une garde. Voilà, chacun a sa garde et puis voilà, c'est fixe. En réalité, pour moi, il faut avoir plusieurs gardes parce que ça va correspondre à différents cas de figure, à différentes typologies aussi d'adversaires. D'ailleurs, Salut à tous. j'ai oublié de présenter Stéphane, le coach de boxe de Noros, qui va m'assister pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'il ne va pas être trop méchant. On ne sait pas. Hein. Donc voilà, se dire que voilà, il faut que je cherche ma garde et puis c'est bon, j'ai trouvé, j'ai ma garde, c'est terminé. Non. Souvent, il va falloir avoir plusieurs types de gardes, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et aussi, la deuxième erreur que je vois souvent, c'est qu'on croit qu'une garde, ça va être passif. Il y a des moments où on peut être passif, mais il ne faut pas rester trop longtemps passif sur sa garde. Mais une garde, pour moi, ça doit être actif. Okay, donc, on va commencer avec la garde, pour moi, de base. On a aussi souvent cette fausse croyance qu'il faut justement avoir tout le temps une garde haute. Mais si tu regardes des combats de haut niveau, que tu ouvres vraiment tes yeux, que tu arrêtes de te matrixer par ce qu'on t'a dit qu'il faut tout le temps lever sa garde, tu verras qu'il n'y a personne qui a tout le temps sa garde levée. Tu gardes en fait tes mains levées quand tu es dans une zone de danger. Quand tu n'es pas dans une zone de danger, tu n'as pas de raison d'avoir la garde haute. Surtout que, pour moi, une chose qui est importante, c'est que si je suis tout le temps levé comme ça, mes poings là, ils sont orientés vers le haut. D'accord ? Ils ne sont pas forcément à hauteur. Alors j'ai quelqu'un de grand, donc voilà, on pourrait dire que je pourrais presque aller tout droit d'ici, mais j'ai quand même pas la bonne orientation. Donc moi, souvent, j'aime mieux avoir, là on est trop près, mais si je suis ici, j'aime mieux avoir mes poings déjà un peu orientés vers lui, donc beaucoup plus bas. En réalité, je suis quand même ouvert, mais d'ici, je vais pouvoir attaquer sans faire d'appel, parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens qui ont la garde très haute, ils vont mettre un à-coup vers le bas avant d'attaquer à chaque fois. Ça fait un appel, ça rend les attaques beaucoup moins efficaces. Donc pour moi, la première garde à avoir, c'est une garde relâchée, où on n'est pas trop en danger. Donc là, on est dans un ring qui n'est pas très grand, donc on va vite être dans une zone de danger. Mais voilà, mettons qu'on est là, on s'observe. Voilà, ma garde ici, moi, j'aime bien l'avoir dirigée ici pour pouvoir attaquer. S'il m'attaque, bien sûr, je vais pouvoir lever ma garde, mais je vais être actif. C'est-à-dire que quand il commence à m'attaquer, je ne vais pas faire ça et puis le laisser m'enchaîner comme ça et faire le sac de frappe. Okay ? On verra ça, peut-être qu'il y a un moment où on peut le faire, mais ce n'est pas la réaction de base qu'il faut avoir. Donc moi, j'ai ma garde ici, je vois qu'il m'attaque, boum, je défends, je vais faire des parades, des catchs, je peux utiliser mon bras avant. Okay ? Et un point hyper important, là on va avoir du mal à le faire aussi, c'est qu'une garde, elle peut être aussi efficace qu'on veut, elle n'est jamais impénétrable. Il faut ne pas oublier le plus important, c'est les jambes, en réalité. C'est-à-dire que si, dès qu'il m'attaque, moi je me fige et j'essaye de me défendre sur place constamment et que je ne fais rien d'autre, ça va finir par passer à un moment ou un autre. Okay ? Par contre, ce qu'il faut, c'est que j'ai une garde active, voilà, mais je vais essayer constamment d'ajuster la distance, de l'embêter, boum, l'empêcher de me cadrer, sortir ma tête de l'axe. Les moments où je suis débordé, je vais peut-être pouvoir aller sur un autre type de garde ou bien sûr faire une réponse. Parce qu'encore une fois, si on se fait attaquer constamment, il y a toujours un moment où ça va passer. Là, je voyais une vidéo, il y avait une phrase que j'ai trouvée super cool de André Ward, qui est considéré c'est pas le plus connu des boxeurs, mais il y en a beaucoup qui le considèrent vraiment comme un des meilleurs boxeurs, on va dire, de l'ère moderne, récente, même s'il a pris sa retraite, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que super technique, hyper efficace, mais une très belle boxe. Et il expliquait à Clarissa Shield, qui est grande championne aussi de boxe et tout, il lui donnait des conseils. À un moment, il a dit une phrase que je trouvais vraiment top. Il disait, mais quand est-ce que je dois faire ça et tout ça ? Et il lui a dit, tu dois faire ce que l'autre ne veut pas que tu fasses. Ça se résume à ça. C'est-à-dire que s'il ne veut pas que tu avances sur lui, tu avances sur lui. S'il ne veut pas que tu te décales, tu recules, tu te décales. En fait, il faut plutôt te penser à ce que toi, tu veux faire, de penser à ce que l'autre ne veut pas que tu fasses, pour le mettre, tu vois, dans l'inconfort, qu'il ne soit pas bien. Donc ça, je trouve que c'est une idée de, tu vois, toute bête, hein, mais de penser comme ça, dire, tiens, qu'est-ce qui va l'embêter, qu'est-ce qui va le déranger, lui, dans sa boxe. Je trouve que ça change les choses, tu vois. Donc voilà, après, moi, ce que j'aime bien faire, donc, on a, quand il me fait un jab, les parades classiques comme ça. Moi, alors pourtant, je viens du Wing Chun, où c'est un style où on fait plein de parades comme ça. Donc on a des parades ici, mais en boxe, j'aime beaucoup mieux le catch. Mais souvent, je vais garder cette main levée quand il m'attaque pour, si jamais il me prend de vitesse, pouvoir bloquer aussi ici
avec mon bras avant. Donc grosso modo, la structure, c'est beaucoup de bras arrière, boum, et du bras avant. Le bras arrière, je peux aussi le bloquer même avec le bras arrière. Ok, mais je vais pouvoir, boum, bloquer avec l'avant aussi. Après, il y a des trucs un peu plus risqués et moins sympas. Des fois, c'est de venir mettre le coude, d'accord, où on est là et boum, on essaye de faire en sorte qu'il arrive sur la pointe, mais on découvre beaucoup le corps. Donc ça, je suis un peu moins fan. Et bien sûr, comme va faire Canelo, qui utilise aussi la garde haute, c'est pas parce qu'on a une garde haute là qu'on va plus avoir de mouvement de tête, d'accord. Donc là, ça m'amène sur le deuxième type de garde en fait qu'il faut avoir dans son arsenal, c'est la garde haute. Okay, donc c'est la garde où grosso modo, l'analogie que j'avais vue aussi que je trouvais cool, c'était c'est comme si tu avais des jumelles, tu regardais, tu imagines tes gants un peu, c'est des jumelles. Tu vois, tu regardes ici à travers, tu dois voir. Le désavantage, c'est qu'on a un moins bon champ de vision au niveau circulaire, quoi. On est un peu dans un tunnel, mais on va être protégé. Et d'ici, voilà, on va pouvoir travailler sur ça, mais je peux, de cette garde-là, essayer d'avoir des mouvements de tête, des parades, ok. Et cette garde-là, c'est quand alors, plusieurs cas de figure. Je suis débordé, d'accord, ou je suis coincé, là, il m'a amené contre les cordes, bon voilà, hop, boum. Mais je vais quand même essayer d'être actif. Pas de la garde passive où on reste comme ça. Non, ici, voilà, il m'attaque, hop, boum, boum. J'essaye de voir tout le temps, avoir la tête qui bouge, pareil, ok. Actif, je ne fais pas le sac de frappe à me laisser frapper, ok. Autre cas de figure, j'ai fait une attaque, boum, que j'ai foiré, il va me contrer, pas trop le choix, garde haute, d'accord. Ou j'ai envoyé un jab, il a esquivé ou quoi, je suis là dans le vide, boum, tout de suite ma garde haute, c'est ma garde de secours en quelque sorte. Donc ça, c'est les premiers cas de figure. Autre cas de figure aussi qui peut être intéressant, pareil, là, il faudra être actif, il ne faut pas être passif, c'est quand on veut se rapprocher de quelqu'un, l'attaquer, le cadrer, comme font même Beterbiev, il a tendance à faire ça aussi, Canelo aussi, c'est-à-dire que c'est moi, là, je veux aller l'attaquer, mais par exemple, j'ai un grand comme ça, j'ai du mal à passer ses bras. Mais je vais mettre ma garde haute et boum, je vais essayer de rentrer, voilà, quand je le coince, boum, boum, hop, et je l'intercepte quand je peux, mais ça permet de diminuer les risques plutôt que d'être là et bon, voilà, si je suis sur ça, je vais avoir du mal, là, d'accord. Donc, je diminue les risques, je regarde ce qui se passe, je cherche, boum, boum, là, je suis rentré dans ma distance. Si c'est mon style d'être sur du combat rapproché, que j'ai un longiligne en face de moi qui est mobile, ça va être hyper utile, ok. Et parce que souvent, les moments aussi où on se fait contrer, c'est quand on veut passer à l'offensive, quand on veut casser la distance, voilà. Toi, je sais pas, par exemple, ça t'arrive peut-être pas souvent, mais si tu as un plus grand, qu'est-ce que tu fais pour casser la distance sans te... Ouais, faut envoyer un coup en entrant. Ouais. Comme si le coup, c'est aussi une défense. Bien sûr. Il est bien fait. Ouais. Envoyer, donc rentrer avec un coup, mais après, bien sûr, il faut le... Si t'as le mec qui est vachement... Il faut être le plus hermétique possible. Qui te laisse jamais rentrer. Voilà, ou après, il faut aller essayer de chercher en même temps en timing. Ouais. Soit en timing, soit être le plus hermétique possible. Ouais. Okay. Après, donc ça va revenir un peu à ça, mettre sa garde pour essayer de se rapprocher, mais toi avec un peu plus d'action, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire effectivement aussi, c'est essayer de commencer à casser la distance avec une attaque et ensuite, voilà, de là, et venir, là, bon. Voilà, et on peut l'empêcher. Mais c'est vrai que j'en ai vu plusieurs là qui faisaient ça, qui cadrent l'autre, et parce que en fait, ce qu'il faut, c'est, il faut penser à être relâché. C'est tout con, on nous le dit tout le temps. Mais la garde haute, il y en a qui vont avoir une garde haute, mais ils sont hyper tendus. Et après, en fait, on n'arrive pas à bien bouger. La garde, elle doit être solide. Pour qu'elle soit solide aussi, une petite astuce, ça c'est l'erreur de débutant, mais de la mettre devant, c'est pas bon. Mais il faut même la presser un peu contre son front, contre sa tête, c'est là où ça va être solide. Si juste je pose devant, quand il va taper dedans, voilà, souvent mes gants, en fait, ils vont bouger, d'accord. Le fait c'est comme si je poussais mes gants dans ma tête et ma tête dans mes gants, et là c'est solide. Voilà, d'accord. Mes gants là, ils vont pas bouger, ok. Alors oui, je peux être exposé aux uppercuts, tout ça, mais c'est pour ça qu'on veut continuer à voir, d'accord. C'est pas, je mets pas comme ça ma garde. Hein. Je suis là et je regarde, comme si c'était des jumelles ici, et je suis mobile, je peux parer, je peux bouger, d'accord, mais je vois ce qui se passe. Je ne dois pas me faire surprendre idéalement par les coups, je dois les voir venir.
Okay, donc, on a vu qu'on pouvait s'en servir quand on est coincé. On a vu quand on peut s'en servir, la garde haute, quand on doit rattraper une attaque ratée. Et on peut s'en servir en offensive aussi, pour se rapprocher de l'autre, casser la distance en diminuant les chances de prendre un mauvais coup. Attention quand même, souvent on va avoir tendance à découvrir un peu plus le corps. Maintenant, ça dépend de l'anatomie, il y a des gens qui ont des bras plus longs que d'autres, mais ce qu'il faut, c'est penser à se recroqueviller, d'accord ? Parce que si je fais une garde haute en étant tout droit comme ça, là, je vais me faire massacrer au corps, d'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est la rétroversion ici. Là-dessus, on n'était pas complètement d'accord, mais il y a plusieurs styles de boxe, et pour moi, il n'y a rien qui est vraiment faux, mais c'est arrondir le dos, okay, pour réduire la distance en fait, de ton buste. C'est-à-dire, si je suis droit, mon buste est plus long que si je suis ici, les épaules arrondies vers l'avant, ici, et là, voilà, je vais pouvoir mieux protéger, je suis moins exposé au niveau du corps, et encore une fois, s'il va me chercher au corps, je peux être actif ici. Je ne reste pas comme ça à me laisser frapper. Je vois que ça descend, bim, j'incline. Boum, soit j'incline, soit souvent, lui, quand il va aller chercher au corps, il va descendre un peu. Et quand il va descendre, je vais descendre aussi. D'accord ? Donc, soit il y a l'inclinaison, soit il y a le changement de niveau. Boum, boum. D'accord ? Et après un changement de niveau, on va pouvoir aussi s'en servir un peu à la Tyson, où on va remonter et mettre plus d'énergie dans son contre. Tu vois ? Toi, sur les coups au corps et justement sur le côté hermétique, Mais moi, déjà, j'ai une anatomie qui favorise les coups au corps, parce que les gens, ils cherchent à s'approcher. Donc, ils vont travailler en bas. Mais oui, il faut chercher cette carapace de tortue où il faut rapprocher le plus possible les points d'insertion et être le plus fermé possible. Ici, voilà. Et après, il y a ce côté aussi, bien sûr, anticipation. Où c'est un mouvement qui est mobile. Ouais, garde active. C'est une garde active. Encore une fois, c'est un mouvement. C'est un moyen de défense, c'est un mouvement. Donc, bien sûr, ici, sur la rotation pour en bas. Et après, quand tu vas chercher, c'est aussi des petites parades. Faut parer aussi. Il ne faut pas juste, comme tu l'as dit, il ne faut pas juste te laisser... Et parce que ce que font souvent, l'erreur, moi, je ne sais pas si toi, tu as cette impression-là aussi, il y a beaucoup de débutants, et parfois même de moins débutants, qui ont l'impression que leur garde, elle ne doit pas bouger. Tu vois ? Il y a ça, et après, il y a à l'opposé du spectre, c'est ceux, dès qu'on attaque, qui écartent les bras complètement aussi, tu vois. On commence à avoir les bras qui partent dans tous les sens. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais surtout, il faut se dire, ma garde, elle doit être active. De toute façon, souvent, même moi, tu vois, s'il va m'envoyer, je sais pas, un crochet de l'arrière, je ne vais pas me mettre comme ça et attendre. Moi, j'aime mieux être là et actif. Actif, plutôt là, je vais le subir. Là, je vais être actif. Boum, je suis solide. Je rentre dans ma carapace, mais je vais limite dans la frappe. Je colle ma tête au gant. Si je reste passif et que je prends, boum, c'est là où souvent ça m'impacte plus. C'est contre-intuitif d'aller sur une frappe, mais ça va vraiment augmenter la solidité de la garde. Maintenant, donc on a vu rapidement à la garde du début, mais on va dire que c'est la plus classique, la structure, catcher, parade, blocage avec le bras avant, passer de la structure classique à la garde haute. Et après, on va avoir une garde que moi je trouve intéressante à travailler, que on va dire il n'y a pas une majorité de personnes qui l'utilisent, c'est la garde longue. D'accord, donc c'est plus la garde ici, ou un peu à la bivol, ou à la soviétique, Klitschko. Les Kazakhs aussi, les Kazakhs. Voilà, les Kazakhs, c'est ça. Il y en a qui ont juste le bras un peu comme ça, il y en a qui l'ont vraiment très long ici. Mais ça, je trouve que c'est une garde qui est intéressante à développer, parce que il y a des moments où ça va vraiment annuler les attaques de l'autre, ou le gêner dans son attaque, dans le développement de ses enchaînements. Mais encore une fois, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pas parce qu'on fait de la garde longue qu'il faut faire que de la garde longue. C'est-à-dire, quand je fais une vidéo où je dis bah tiens, testez ça, ça ne veut pas dire que vous combattez tout le temps comme ça ou tout le temps comme ça. Que ce soit Bivol, Klitschko et tout, il y a des moments, ils reviennent sur ça, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas le bon moment pour cette garde-là. Ça ne veut pas dire, on va voir, il y a des gens qui vont me dire ah, regarde, lui, il a fait ça, il s'est fait mettre KO. Oui, déjà, il n'y a rien qui est infaillible. 2, il l'a peut-être fait au mauvais moment ou face au mauvais adversaire, parce qu'il y a une question de moment, mais une question de personne aussi, qui va jouer vachement sur l'efficacité. Mais c'est pour ça que moi, ce que je recommande, c'est d'avoir ces plusieurs gardes-là pour faire face aux différents types d'adversaires et aux différentes situations. Donc, garde longue, en général, moi, j'ai toujours ce bras arrière qui est là,
pour défendre, mais ça, ce sera la deuxième ligne de défense. La première ligne, ça va être là. On peut venir croiser, gêner ici, comme ça, tout le temps, en ajustant. Si c'est la même chose, hein. Si j'ai une garde longue, mais que je le laisse se rapprocher, je vais manger. Hein. Si tu te dis, bah, ok, Greg, il a dit que la garde longue, c'était bien que tu fais ça, il attaque, et que tu restes, boum, tu vas te faire manger. Il va passer au-dessus, il va... Ok. Donc, moi, j'ai ma garde longue pour l'embêter, mais... Voilà, faut que ça gêne. Voilà. Je peux passer de là à là. Voilà. Là, il avait passé mon bras avant. Il a réussi à arriver sur l'extérieur là. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai mis celle-ci ici. D'accord? Mais hop. Un qui était très bon aussi là-dedans, qui faisait plein de choses, c'était Foreman. Il utilisait après les gardes en croix aussi comme ça. D'accord? Boum. Mais voilà, ça, à un moment, je vois qu'il passe ou quoi. Boum, hop, boum, c'est moi qui vais rentrer. Je m'en sers pour le gêner. Hop, l'annuler. Je veux passer à l'offensive. Garde haute, je rentre, mouvement de tête. Je vois mon moment, hop, ici, j'ajuste tout le temps, j'ajuste. Voilà. Je sens que je ne suis pas bien, voilà, lui, il ajuste. Et je passe d'une garde à l'autre. Super important. Ouais, d'accord. Ça, toi, tu utilises un peu la garde longue ou pas? C'est pas trop ton style, ça, toi? Après, elle est intéressante à utiliser en préparation aussi d'attaque. Ouais. Quand tu prépares tes attaques pour masquer les intentions face à ce que tu vas faire. Et en plus, tu rapproches ton bras. Complètement. Quand tu as quelqu'un qui fait ça en face, c'est pas à quel moment il va déclencher, c'est hyper gênant, c'est hyper gênant. Donc oui, j'essaye de l'utiliser, bien sûr, j'essaye en tout cas de l'utiliser. Bon, on voit que Bivol, il est là, et en fait, rien que ça, en fait, devant tes yeux, c'est emmerdant. Il est là, il le met là, hyper dérangeant, ouais. Et surtout, en fait, c'est aussi un moyen des fois, alors bien sûr, tu perds en efficacité, mais de rapprocher ta main de la main du jab. C'est une question de distance. Je dis tout le temps, la distance, c'est du temps. Je pars de là, boum, je vais mettre plus de temps que si je pars de là. D'accord? Et surtout, des fois, je rapproche ma main, mais en fait, je lui fais des feintes en même temps de buste, boum. Et en fait, j'ai rapproché mon jab sans qu'il s'en rende trop compte. Et ça va peut-être me permettre de toucher quelqu'un que je n'arriverais pas à toucher en partant d'ici. Okay? Surtout un plus grand comme ça. Okay? Donc, la garde longue pour annuler les attaques de l'autre. Que ce soit en préventif, c'est-à-dire on est face à face, je l'embête tout le temps, je peux même aller taper ses gants. Là, ici, tout le temps, l'autre main prête, voilà, on gêne. Mais ça ne veut pas dire que s'il m'attaque, je ne vais pas par moment mettre un mouvement de tête, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas de l'exclusif. Ce n'est pas je fais de la garde longue, j'ai plus aucun mouvement de tête, j'ai plus de retrait, j'ai plus d'esquive. Non, il faut combiner les choses. Okay? Ça peut être quand lui me charge, je recule et je mets la garde longue pour essayer de le gêner. D'accord? Donc, soit il y a avant ses attaques, pour l'embêter dans la construction de ses attaques, ou au départ de ses attaques, la garde longue. Et encore une fois, il me charge, j'ai mis une garde longue, il a réussi à passer, bah, c'est pas grave. Je repasse sur autre chose, j'essaie de reprendre l'offensive, je peux repousser ensuite et me remettre. D'accord? Donc voilà, très important de combiner. Et la dernière chose, c'est, on va dire, j'avais dit 3, mais il y en a une bonus, on en a parlé avant la vidéo, c'est la garde de Philadelphie, la garde de Mayweather, voilà, de pas mal de boxeurs en réalité hein, qui combattent comme ça. Là au fond, on ne voit pas, mais on a la photo de Sugar Ray Leonard, qui je dis souvent c'est mon boxeur préféré parce que c'est vrai, et Hearns, et les deux, ils sont avec le bras avant baissé. Hein. Alors Sugar Ray complètement, Hearns un peu là, mais en fait, c'est quoi l'avantage de ça? Le plus gros avantage que je vois, c'est que le bras avant, d'un seul coup, il n'est plus dans le champ de vision. Donc, il part d'en bas et plus dur. Là, il voit, dès que mon bras bouge, il le voit. Ici, il n'est pas dans son champ de vision, il le voit au dernier moment. Surtout qu'il y avait ce qu'ils appellent le flicker jab, là, qui est un jab un peu en vague qui vient d'en bas. On l'envoie là, on le voit au dernier moment. Bien sûr, si je suis là et que je fais 1, je lève et 2, je pars, il voit. Mais d'ici, moi, je vais pouvoir le gêner ici, là. D'accord? Donc, ça, c'est intéressant. Ça donne aussi parfois la fausse impression à l'autre qu'on est ouvert. Mais souvent, si on est là, bah, c'est qu'on est réactif sur ses esquives, c'est qu'on a un bon coup d'œil et qu'on sait trouver les ouvertures. Okay? Il y a tout le système, bien sûr, de défense avec le bras avant, mais aussi, s'il envoie l'arrière, voilà, l'épaule, le shoulder roll, qu'on peut faire soit en déviation, en rotation, ou en quelque sorte en tremplin, en se mettant comme ça, ça fait partir le poing vers le haut, là, d'accord? Là, et boum, derrière on peut remiser, ok? Et cette structure-là,
boum. Et là, il faut que le bras arrière, il soit bon aussi pour les crochets. Voilà. D'accord? Mais encore une fois, je suis là, hop, je peux remettre de la garde ici, je me sens débordé, boum, je passe de l'un à l'autre. Et regarde dans les combats, tu verras qu'en fait, ils le font, la plupart le font. Ils n'ont pas une seule garde. C'est une combinaison de toutes ces gardes qui va te donner vraiment une bonne qualité, tu vois, défensive. Après, pour mettre tout ça en place, c'est tout bête. Hein, moi, ce que je recommande, c'est pas très agréable, mais c'est faire des rounds où l'autre attaque uniquement. Toi, tu n'as pas le droit de contrer. Alors, il faut que ce soit fait un peu de manière réaliste. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est moi qui vais attaquer, lui, il fait que se défendre. Je ne vais pas faire non-stop. Je travaille, voilà, par enchaînement. Pam, pam, pam. Hop, je travaille un peu la feinte. Boum, voilà. Le cadre. Bon, ainsi de suite. Mais c'est pas, ok, bon, il ne peut pas m'attaquer, donc j'y vais. Boum, 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 j'attaque, j'avance comme un robot. Là, c'est pas réaliste, d'accord? On veut un travail réaliste. Et je sais que j'avais vu c'était en MMA, mais quand je m'entraînais en Californie, il y avait un des coachs là-bas qui disait que lui, c'était comme ça qu'il avait vraiment fait un bond en avant dans sa défense. C'est qu'en préparant un combat, il faisait tous les jours 6 rounds où on faisait que l'attaquer. Voilà, il faisait on l'attaquait, lui, il faisait que défendre. Et coup d'œil, sérénité, tu vois, le sang-froid et tout ça, ça aide énormément, quoi. Je sais pas si c'est un truc que tu fais, toi, ça ou pas? Ouais, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire et soi-même, tu te sens beaucoup plus en confiance quand tu bosses ça derrière. Mais oui. Ça Tu vois, moi, typiquement, qui n'ai pas fait de sparring depuis un bout de temps et tout, c'est le genre de choses que je vais faire quand je vais reprendre les sparring. Bien sûr. Et après, encore une fois, la défense, ça doit te préparer à une attaque. Juste défendre pour défendre, finalement, le but, c'est quand même d'aller toucher derrière. Donc, sur tous les moyens défensifs, il faut être capable de pouvoir remiser derrière, être le mieux placé possible pour pouvoir quand même remiser. Donc tout part de là en fait, tout part de la défense. La défense, et après, si au moins, je pense que plus tu deviens à l'aise dans cet exercice, plus tu commences à noter mentalement les moments où, tiens, là, j'avais l'ouverture, j'aurais pu faire ça. Et tu as les trucs, tu as envie de les envoyer, tu les envoies pas parce que c'est pas le thème, mais tu les vois. Au départ, quand tu es un peu à la ramasse, tu les vois pas du tout. Tu es concentré sur le fait que tu ne veux pas prendre des coups dans la gueule et tu n'es que sur ta défense. Et puis au fur et à mesure, tu deviens plus à l'aise, tu vois mieux et tu dis tiens, là j'avais l'ouverture, là après ça j'aurais pu faire ça. Et ça va t'aider en fait après dans les sparring parce que quand tu as ça qui commence à se mettre en place, c'est que derrière ça va sortir après. Bon, tu as compris qu'il faut avoir plusieurs gardes, mais ce que je t'ai dit aussi au début, c'est que les déplacements, c'est hyper important. Si tu as du mal avec tes déplacements, regarde cette vidéo, ça va t'aider, c'est une masterclass sur les déplacements. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.